Et t'as déjà eu peur pour ta vie en faisant une enquête Par exemple, là, j'ai eu une investigation il y a 2 mois, et un des acteurs qui a aidé à développer le projet, c'est un mec du FBI. Mais en fait, il était en mode mission ou vraiment il faisait ça en side project en plus du FBI Pour moi, c'était un side project. Et c'est là que ça pose problème. Puis j'avais vu le tweet de Darkemy qui disait qu'il était dans un magnifique hôtel, etc. Et après, avec différentes techniques, j'ai pu localiser. Déjà, il y avait des palmiers. Palmiers là, je sais qu'il n'y en a pas beaucoup dans le monde et sont souvent présents à Bali ou au Mexique. Je me suis dit, j'ai pu éliminer toutes les autres stations balnéaires direct Cancun. J'ai cherché l'hôtel le plus proche, c'était l'hôtel intercontinental, il me semble. Au total, j'ai passé 20 minutes à peu près. 20 minutes. Et en termes de tarifs, alors les missions, ça varie énormément. On peut être sur du 30 000, 40 000 euros la mission. Et toi, t'as déjà été contacté par les autorités, je sais pas, par la DGSE ou par haut niveau en France pour résoudre une affaire ou... Joker. Salut à tous et bienvenue sur CryptoCoulisses. Aujourd'hui, c'est un épisode assez exceptionnel puisque mon invité du jour est un enquêteur on-chain qui a voulu rester anonyme. Alors, c'est très rare qu'un enquêteur on-chain s'exprime en public. Pour vous donner le contexte, le 12 juin dernier, Emilien Dutemps, Darkemy de son pseudo, qui est une personnalité de l'écosystème crypto-français, a publié sur X un selfie en demandant à sa communauté de deviner où il se trouvait. Mon invité du jour, Tom Megati, a deviné le pays, la ville, l'hôtel et le numéro de chambre. Assez incroyable. Si vous êtes curieux comme moi, cet épisode va vous permettre d'en savoir un peu plus sur ce métier de l'ombre qui est enquêteur on-chain. Avant que l'épisode ne commence, sachez que j'ai créé Fundlayer. Fundlayer, c'est un club deal pour investir dans des fonds crypto triés sur le volet. Si vous voulez en savoir plus et recevoir les prochaines opportunités, je vous mets le lien en commentaire. Salut Tom. Bonjour. Ravi de t'avoir sur le podcast aujourd'hui. Donc ouais, c'est assez fou. Moi, j'ai suivi un peu ce tweet avec Darkemy et quand j'ai vu ta réponse, j'étais tout de suite un peu hyper étonné comme tout le monde. On va parler de ça bien sûr, mais déjà revenons sur cette histoire. Déjà, après, j'imagine que tu as échangé avec Darkemy suite à ce tweet. Est-ce que tu peux un peu d'ailleurs expliquer comment ça s'est passé, combien de temps toi ça t'a mis pour le retrouver suite à juste une photo, je mettrai le lien du tweet en question, mais on parle juste d'une simple photo, tu as réussi à retrouver vraiment sa localisation exacte. Ouais, alors ça c'est une technique dont j'en ai fait mon métier. Donc c'est-à-dire, ça s'appelle le SINT, donc c'est toutes les techniques de renseignement open source. C'est-à-dire qu'on va utiliser comme support et comme source une photo, une image, un compte Instagram, un compte Twitter. Et à partir de ça, on va avoir des attendus qui vont être des attendus avec des résultats. Alors est-ce que ça va être de savoir que fait cette personne, où elle est, qu'est-ce qu'elle fait dans la vie, est-ce qu'elle a un conjoint, une femme, des enfants, etc. Et c'est vrai qu'il s'avère que de temps en temps, pour m'amuser, quand je trouve des occasions drôles et pas trop prenantes en termes de temps, je saute sur l'occasion. Et puis j'avais vu le tweet de Darkemy qui disait qu'il était dans un magnifique hôtel, etc. Bon, du coup, je m'ennuyais un peu ce jour-là, j'avais pas grand-chose à faire. Et je me dis, bon allez hop, une petite heure devant nous, je regarde le tweet, etc., je vois, etc. Et après, avec différentes techniques, j'ai pu localiser. Déjà, il y avait des palmiers sur la plage, si je me souviens bien. Et ces palmiers-là, je sais qu'il n'y en a pas beaucoup dans le monde, et ils sont souvent présents à Bali ou au Mexique. Ils peuvent être dans d'autres pays, mais je savais qu'en termes de probabilité, j'ai plus de chance entre Bali ou le Mexique. Et donc j'ai regardé un petit peu, et puis après j'avais vu aussi la piscine en contrebas qui avait vraiment une forme très particulière. Il me semble que, si je me souviens bien, il me semble que c'est un losange avec des coins coupés. Et pour le coup, des piscines comme ça, j'en avais jamais vu. Du coup, je me suis dit, j'ai quand même 2 éléments assez intéressants, donc j'ai regardé le Mexique, etc. Et là, j'avais un peu galéré, parce que forcément, une piscine et un palmier, ça suffisait pas. Et après, j'ai trouvé les cabanes de la plage. Et là, en cherchant un peu avec ces cabanes, etc., sur Google et sur d'autres supports, j'ai tout de suite vu qu'en fait, c'était des cabanes qui étaient à Cancun, au Mexique. Et là, j'avais un trio quasiment gagnant, parce que j'avais la cabane qui confirmait mes 2 probabilités mes 2 soupçons pour les palmiers. Ouais. Donc là, j'ai pu éliminer Bali. Là, j'ai tout de suite su forcément que c'était Cancun, au Mexique. Et j'ai regardé, là, j'ai passé 10 bonnes minutes avec les images satellites de Google Maps à regarder un petit peu si je retrouvais cette fameuse piscine. Ok. Et j'ai pu la retrouver. Et juste par rapport à ça, d'ailleurs, t'as regardé, je sais pas, toutes les stations balnéaires du Mexique avant de trouver Cancun ou Non, parce qu'en fait, la cabane était vraiment très spécifique à cette station-là particulière. Ok, que tu connaissais finalement Pas forcément, je savais qu'il y en avait, parce que j'ai regardé sur Google, mais il y a certaines dans d'autres stations balnéaires au Mexique qui n'étaient pas tout à fait identiques. Ok. Et je me suis dit, tiens, il y a une petite différence, etc. C'était il y a quelques mois, donc je me souviens plus exactement comment j'avais fait, mais il me semble que sur le toit de la cabane, sur les autres stations, il y avait une espèce de bosquet fleuri qu'il n'y avait pas sur celle de Cancun. Ok. Que je me suis dit, j'ai pu éliminer toutes les autres stations balnéaires direct Cancun. Ok. Donc là, je suis passé de tout le globe à une ville.
Ouais. Déjà, ça aide. Et puis Ouais. après, forcément, sur le satellite, la piscine avec une forme très atypique, Ouais. j'ai pu la retrouver. J'ai cherché l'hôtel le plus proche, c'était l'hôtel Intercontinental, il me semble. Et après, pour la chambre, là, c'est assez compliqué parce qu'en fait, c'est la photo. Quand tu prends une photo avec beaucoup d'appareils, la photo est retournée. C'est-à-dire qu'il y a un effet miroir qui est fait. Ouais. Pour ceux qui font de la photo, ils comprendront d'où ça vient. Même sur les appareils numériques, maintenant, il y a aussi ce truc-là. Du coup, j'ai dû retourner la photo pour la mettre dans le bon sens et pouvoir avoir la bonne perspective. C'est comme ça que j'ai pu deviner en fait la hauteur du bâtiment. Il y en a qui le font, les putations, avec le triangle hypoténuse. Tu peux savoir un peu avec les ombres, etc., comment ça se fait. Alors, c'est assez grand, les échelles de mesure, donc t'as pas besoin d'être un grand mathématicien. Je veux dire, très, très simplement, tu peux savoir à peu près quel étage c'était. Et puis après, il y avait quelques indices sur les balcons qui me laissaient penser quelle chambre c'était. Puis voilà, j'ai pu savoir un peu le champ que c'était. Donc, au total, j'ai passé 20 minutes à peu près. 20 minutes? Ouais, 20 minutes, ouais. Bah ouais, parce que c'était le plus long de la partie la plus longue, c'est vraiment de chercher la piscine, en fait, la fameuse piscine dans Cancun. Et en fait, sur la photo, elle paraît grande la piscine, mais en fait, finalement, c'était la piscine, il semble qu'ils devaient faire 7 par 10, un truc comme ça. Ça paraît grand, mais en fait, dans une ville, chercher une piscine comme ça. Oui, c'est assez rapide. Ok. C'est pas si simple. Donc, 10 minutes de chercher entre Bali ou le Mexique, et puis après 10 minutes de satelliser, enfin, chercher sur les images satellites. Ok. Et Dark Amy, quand tu l'as envoyé, quand tu as envoyé à Emilien ces indications, est-ce qu'il avait peur ou il a rigolé Bon, il a rien nerveux, je dirais. Parce qu'il m'a envoyé un message privé, il m'a dit attention, comment t'as fait, machin, un truc, etc. Donc bon, ça, c'était assez drôle, hein, mais l'idée, comme je dis toujours, moi je le fais uniquement si la personne, entre guillemets, est consentante, c'est-à-dire qu'elle a demandé explicitement ce qu'on trouve où elle est. Ce qui était le cas. Ce qui était le cas ici, et c'est ce que j'avais écrit dans mon tweet. Ouais. J'avais bien précisé que il avait demandé à ce qu'on le trouve où il était, et en aucun cas vous devez le faire si la personne ne l'a pas demandé. Ouais. C'est tout simplement ce qu'on appelle le doxing, du harcèlement, et ça mène à rien à part des barreaux, quoi. Donc bien sûr. Ne faites pas ça si c'est pas demandé, quoi. C'est fou. On va revenir sur ton métier, sur le Zint. Avant, je me posais une question. Tu joues souvent à GeoGuessr, enfin, t'es bon là-dedans? Ouais, je fais environ 1 heure à 2 heures par semaine d'entraînement. Ouais. Ok, c'est vraiment pour toi de l'entraînement pour ton métier? C'est l'entraînement quotidien, hebdomadaire plutôt, pour voir un peu les derniers trucs, mais plus aussi pour faire de la localisation, en fait, on utilise ce qu'on appelle des critères discriminants. C'est de te dire, je sais pas moi, dans tel pays, telle ville, il y a tel poteau que tu n'auras pas dans un autre, tu vois. Ou tel panneau flashy, tu vas l'avoir en Australie, mais tu vas pas l'avoir ailleurs, tu vois. Et c'est des trucs cons, tu vois. Mais comme ce que je te disais avec les cabanes de plage, tu vois. Et même les palmiers. Ouais, les palmiers, des trucs comme ça, tu vois. C'est même un chêne, tu vois un chêne, une photo, et tu me dis au Mexique. Je te regarde dans les yeux, je te dis, tu es sûr un chêne au Mexique peut-être, hein, mais je pense qu'il y a peut-être 12 villes à explorer avant le Mexique, tu vois. Donc tu connais bien un peu les particularités de chaque pays, chaque ville. Je veux dire, un petit peu, quoi. Je commence à un petit peu connaître. Parce que moi, à titre perso, en voyant la photo, ça aurait pu être n'importe où dans le monde, ça m'aurait fait vraiment. Pour moi, ça aurait pu être en Espagne comme au Maroc ou je ne sais où. J'avais pas cette capacité un peu de distinguer des palmiers d'un certain pays, mais je trouve ça fou. C'est vrai que ça paraît impressionnant, mais c'est comme quand tout le monde voit quelqu'un qui va faire du marathon. Jamais un mec qui s'est levé un matin et il a fait 42 km. Bien sûr. C'est de l'entraînement. Tu vois, c'est comme tout, même. Je pense qu'il n'y a pas forcément quelque chose d'exceptionnel. Je pense que c'est beaucoup d'entraînement. Et à force de faire, ça rentre. Et après, toutes les techniques rentrent. Et après, quand tu peux croiser les techniques, c'est-à-dire à la fois la géolocalisation photo et après d'autres techniques, on va peut-être parler après. Là, c'est là que tu as un vrai levier. C'est comme le marathonien qui après fait de l'Ironman, tu vois. Bien sûr. Il a fait du vélo, machin, et quand il était à l'école, machin, après il a fait du marathon. Il s'est dit, tiens, je vais faire un Ironman, voilà. Alors, il n'y en a pas beaucoup qui font ça, bien sûr, mais c'est pas né du jour. C'est des années d'entraînement. D'ailleurs, donc, pour revenir sur ton métier, toi, t'es enquêteur et enquêteur on-chain, hein, tu fais. C'est ça, enquêteur numérique on-chain. Et c'est fou. Déjà, comment on devient enquêteur? Alors, il n'y a pas d'école. Ça. Alors, il y a certaines écoles. Alors, il faut bien distinguer deux choses. C'est les enquêteurs numériques et les détectives privés. Ça ressemble, les gens confondent souvent, mais on ne fait pas du tout le même métier. D'accord. Enquêteur numérique, nous, on est uniquement limité à ce qu'on trouve en open source. Donc, c'est ce qui est sur Internet. Un détective privé, lui, il a tout le levier de la filature. C'est-à-dire qu'il peut totalement s'immiscer dans une voiture, vous attendre en bas de chez vous, faire la petite photo et l'envoyer au client. Ça, c'est tout à fait possible. Parfois border, du coup. Comment ? Parfois, c'est border en termes de légalité. Les détectives privés, c'est tout à fait... ça paraît border, mais ça l'est pas finalement, parce qu'ils sont encadrés par le ministère de l'Intérieur.
Donc ils peuvent pas finalement faire n'importe quoi. D'accord. C'est un peu comme les avocats, si tu veux, ils ont un ordre derrière, ils peuvent pas. C'est le CNAPS derrière, donc ils peuvent pas faire n'importe quoi. Nous, on est enquêteur numérique, donc on est uniquement limité à ce qui est disponible sur Internet. Ok. Il y a des débats en ce moment sur certaines techniques qui sont entre guillemets en zone grise. On ne sait pas si c'est autorisé. En fait, c'est quelque chose qui n'est ni autorisé ni interdit. Mais voilà, dans les années à venir, c'est à mesure de bouger. Et je suis convaincu qu'il va y avoir des solutions. Ok. Et donc tu dis que tu fais de l'OSINT. OSINT, en gros, ça veut dire quoi Alors, c'est l'acronyme anglais pour Open Source Intelligence. Moi, j'aime bien l'équivalent français qui est ROSO, renseignement d'origine source ouverte. Et c'est comme j'explique à l'instant, c'est uniquement des sources qui sont disponibles en ligne. Ok, tout simplement. Ouais, tu prends vraiment des data open source. Et est-ce que c'est un métier dangereux? Alors, je précise d'ailleurs, pour l'interview, tu as voulu rester anonyme et tu me disais en off, c'est la première fois à ta connaissance qu'il y ait un enquêteur on-chain qui accepte de faire une interview. Que c'est très rare, quoi. C'est vraiment un métier où tu restes dans l'ombre tout le temps. Ouais, c'est vrai que c'est un métier. Alors, je dirais pas que c'est dangereux en tant que tel, mais c'est parce que moi, j'ai fait le choix, entre guillemets, de faire beaucoup de vulgarisation sur Twitter. Ok. Et de balancer sans vergogne, finalement, les projets, même les acteurs qui sont très. Les acteurs frauduleux, faut dire le terme. Ouais. Que ce soit des rug pools, des arnaques à l'arbitrage, plein de conneries, tu vois. Et je me suis dit, en fait, finalement, peut-être faire la concession sur moi, ma vie, entre guillemets, privée, pas montrer ma tête, pas montrer qui je suis, etc. Ouais. Et pouvoir faire ça, aider, entre guillemets, le crypto-espace, crypto space en anglais, plutôt que voilà, de voir un petit démarche un peu égoïste, de se dire, tiens, moi, c'est moi, voici mon nom, voici mon prénom, voici ma tête. Ouais. Donc ouais, je me suis dit, c'est plutôt cool comme ça, puis okay. moi, ça me plaît bien. Et t'as déjà eu peur pour ta vie en faisant une enquête, ou même récemment, je sais pas, où quelqu'un t'aurait recherché Non, j'ai jamais eu de soucis, parce que je fais plutôt attention, donc en général, jamais de soucis. Okay. Mais après, j'ai des fois des gens que je retrouve, forcément, c'est des gros morceaux, comme on pourrait dire. Hein, donc, des criminels non, des taupes. Par exemple, là, j'ai eu une investigation il y a 2 mois, et un des acteurs qui a aidé à développer le projet, c'est un mec du FBI. Ok. Voilà, le mec avec sa photo sur le site du FBI, nom, prénom, tu vois sa tête, sa photo. Mais c'était quoi, du coup, C'était un projet type lending NFT, c'est-à-dire que tu pouvais déposer tes NFT et après emprunter de l'argent ou mettre des NFT en collatéral et après pouvoir faire d'autres choses. C'était plutôt un beau projet, mais finalement, il y a eu quelques conneries faites par les fondateurs du projet et les développeurs. Ok. Ce qui fait que j'ai été missionné sur le projet par un client et qui m'a dit, tiens, on a quelques éléments qui ne nous conviennent pas, parce que nous, on était investisseurs sur le projet. On n'a pas eu la rentabilité qu'on voulait, donc voilà, est-ce que tu peux regarder ce que tu trouves? Et là, pour le coup, là, j'ai trouvé ça, et on a pu retrouver j'ai pu retrouver finalement le nom, le prénom des fondateurs, développeurs, etc. Parce qu'à la base, ils étaient anonymes. Ah ouais, mais ça, c'est mon métier. Hein, c'est-à-dire, t'as des mecs qui sont anonymes, pseudonymes sur Internet, et puis voilà, le but, c'est de retrouver leur nom, prénom, pour qu'après, toutes les démarches juridiques qui puissent être faites par mon client, et que le client, puisse, entre guillemets, faire fonctionner son venture ou son activité économique, son activité d'investissement, paisiblement, et voilà, c'est un choix que beaucoup de fondateurs font d'être pseudonymes, mais il ne faut pas croire que t'es vraiment anonyme. Je vous le dis comme ça, vous le saurez, mais être 100% pseudonyme, ça coûte extrêmement, extrêmement cher. C'est toujours une balance entre ton pouvoir financier et ton pouvoir derrière ce que tu peux faire de ton pseudonymat. C'est pour ça que, par exemple, des agences de renseignement, etc., peuvent concrètement faire des faux passeports, faire des fausses choses, parce que c'est un budget, si tu veux, astronomique, tu vois. Mais quand t'es derrière ton PC, que t'as 25 ans, que t'as peut-être 100 000 balles à disposition, ça suffit, mais tu seras jamais 100% pseudonyme. Moi, j'aurai toujours des techniques pour trouver quelqu'un, tu vois. Et donc là, dans ce cas-là, c'était en fait un fonds de VC qui n'a pas eu la rentabilité espérée sur un projet, et donc qui t'a mandaté pour enquêter sur ce projet. Et tu disais qu'il y avait un des membres de l'équipe qui était un membre du FBI. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que, comme j'expliquais, des fois que tu me posais tout à l'heure la question, il y a des fois des personnes où t'as pas forcément envie qu'ils sachent que tu les as cherchés. Et comme lui, justement, c'était un projet, comme j'expliquais tout à l'heure, de NFT, type lending, etc. Et lui, en fait, c'était le mec derrière, juste à côté du fondateur. En fait, si tu avais le fondateur du projet, et ce mec-là du FBI bossait de pair avec lui. Mais en fait, il était en mode mission, ou vraiment il faisait ça en side project, en plus du FBI Pour moi, c'était un side project. Ok. Et c'est là que ça pose problème, parce que tu te dis, putain, si derrière, ça sait que c'est nous, etc., que c'est ma boîte, etc., derrière. Tu peux avoir les États-Unis derrière le dos, quoi. Ouais, je pense pas, parce que ils ont vachement changé leur politique. Ok. Et puis là, Trump a été élu, donc tu vois, ils sont plus en mode... Trump est pas spécialement pour le deep state américain, c'est-à-dire toutes les vices, etc., la corruption, etc.
Trump a dit qu'il allait plutôt agir contre ça. Donc, je pense qu'à terme, ça va évoluer. Mais c'est vrai que sous les dernières années, ça a pullulé, hein, toutes les corruptions, les affaires comme ça. Donc c'est toujours très délicat, parce qu'en plus de ça, mon client est américain pour cette affaire-là. Et tu lui dire, lui rendre compte le truc, tu te dis, bon bah écoute, mais voilà ce qu'on a trouvé. Mais c'est ça, parce qu'une fois qu'on a l'info, qu'est-ce qu'on en fait finalement? Est-ce que tu vas voir le FBI? Est-ce que du coup le client ne fait rien? Alors le client, moi, comment ça fonctionne, comment je travaille, moi j'ai des clients qui sont soit des business angels, des ventures, ou des fois aussi des cabinets d'avocats qui me contactent. Ok. Et moi je fais uniquement de la recherche de responsables. C'est-à-dire qu'on m'envoie un projet où la fraude a déjà été avérée. D'accord. Donc le client m'explique la fraude qu'il y a eu. Ça peut être un rug pull, ça peut être plein de trucs, hein. Ça peut être l'arnaque à la gouvernance, ça peut être, enfin, il y a plein de choses, conflits d'intérêts aussi des fois. Et ils me disent, bon voilà, on a tel projet, on ne sait pas qui est derrière, tu peux le retrouver. Donc moi je retrouve la personne. Et après il y a 2 choix qui sont proposés. Fait que moi je retrouve l'adresse ou l'adresse mail, c'est de contacter à l'amiable. Donc ça c'est le client qui s'en occupe. Il y a 2 choix. Donc en général ils contactent le fondateur du projet à l'amiable, ils expliquent le souci. Généralement, ça se passe très bien. Donc là, j'avais fait les statistiques là, il y a un mois. On était à 89% des cas où le fondateur résout le problème à l'amiable. Okay. C'est-à-dire s'il a arnaqué la communauté, bah, il va pas vouloir rendre l'argent à toute la communauté, parce que à mon avis, des fois, ils ne l'ont même plus, tu vois, ils l'ont déjà dépensé. Par contre, au VC ou à mon client, ils rendent voilà, le dû demandé. Okay. À 89% des cas, ça se passe comme ça. Mais voilà, il y a des cas où des fois... ils ont un gros melon et ils veulent pas jouer à l'amiable. Et auquel cas, là, c'est un recommandé international. Et après, ça se passe avec les tribunaux américains, etc. Et là, c'est rarement une bonne idée. Ouais. Et là, on a le cas d'un gars qui va être convoqué prochainement. Il a voulu jouer, tant pis pour lui. Il n'a pas voulu coopérer à l'amiable, tant pis, tu vois. Je veux dire, Et c'est qui la juridiction en question qui va... là, moi, j'ai beaucoup de clients américains. Okay. Donc du coup, c'est les tribunaux new-yorkais américains. Et, ah oui, ça rigole pas. Ça rigole pas trop. C'est strict, ouais. Et bon, pour venir sur cette histoire avec l'agent du FBI, comment ça s'est fini, cette histoire? Eh ben, j'ai pas eu le fin mot. Ok. Et je t'avoue que j'ai pas forcément voulu savoir le fin mot de l'histoire. Mais t'as douté, toi? Enfin, est-ce que tu t'es posé la question, ok, est-ce que je transmets vraiment l'identité de l'agent du FBI à mon client? Parce que, in fine, moi, ça peut mettre en danger, parce que le FBI a des moyens considérables. En fait, c'est-à-dire que même si tu veux, si c'était un agent secret ou des trucs comme ça, je transmettrais. Parce que, si tu veux, moi, je dois avoir une information qui est la plus vraie possible. Et généralement, si t'es un agent double ou quoi que ce soit, normalement, ils ont une couverture. Donc, si tu veux, même si je partage le nom-prénom du mec, je sais pas, il s'appelle Jean-Luc. Jean-Luc oui, c'est une couverture, en fait. Il y a beaucoup de chances que ça soit une couverture, même aux États-Unis, tu vois, dans toutes les grosses instances, CIA, il y a NSA, enfin, il y en a plein d'autres. Généralement, ils ont un nom de couverture qu'ils utilisent, tu vois. Même en ligne, tu vois, ils ont un faux nom. Ouais. FBI, je crois pas qu'ils aient de couverture. Je me trompe peut-être. Hein. Mais voilà, c'est-à-dire que moi, je préfère envoyer ça au client et lui dire, bon voilà, moi, je suis pas responsable, de toute façon, je signe des décharges. Je suis pas responsable, tiens, je te donne le truc, après, tu en fais ce que tu veux. Ouais. Si tu veux, derrière, poursuivre le mec du FBI, libre à toi, faut que tu aies le budget derrière pour, mais et que tu sois bien sécurisé, mais tu fais ce que tu veux. Moi, je suis pas responsable de ce que tu fais, c'est-à-dire qu'à partir du moment où je rends le dossier, voilà, c'est au client de faire son... Ok. Et par exemple, pour cet exemple du FBI, ça t'a pris combien de temps à peu près pour découvrir qui était derrière la team, et combien t'as chargé à ton client, si c'est pas indiscret Cette investigation-là, j'avais dû passer, je crois, 10 ou 12 jours à peu près. Et en termes de tarifs, alors les missions, ça varie énormément. On peut avoir une mission, je dirais que les plus basses, on va être sur 1200 € pour 1 à 2 journées en fonction de ce que ça peut être. Et après, pour les plus grosses missions, on peut être sur du 30 000, 40 000 € la mission. Okay. Voilà. Après, forcément, 30 000, 40 000 €, voilà, je veux dire, c'est pas, on n'est pas payé aux 35 heures, tu vois, donc ça va être des heures et des heures et des heures. Et ces heures-là, tu peux les faire que si t'es passionné, tu vois, c'est... Enfin, moi, je dirais pas que je compte pas mes heures, mais tu vois, ça me fait plaisir, donc... Ouais, c'est un métier passion. Ouais, c'est ça, exactement. Et je le rappelle, Tom Megati, c'est pas ton vrai prénom ni ton vrai nom, c'est une couverture. Oui. Et est-ce que tu as l'impression de mener un peu une double vie? Je sais pas, est-ce que ton entourage sait que tu es enquêteur on-chain Bon, j'ai pas spécialement une double vie, hein. J'ai surtout, entre guillemets, une façade Internet, si tu veux. Là, il n'y a pas d'inquiétude, si tu veux. J'ai pas forcément telle complexité. Je me suis tout le monde, hein, si tu veux. Ouais, carrément. Quand je te vois, voilà, mais je me demande, par exemple, je sais pas, t'as un compte WhatsApp, un compte Telegram, avec comment t'échanges avec tes potes, tu vois? Est-ce que t'as... C'est vrai que j'ai très très peu de réseaux sociaux.
j'en ai pas besoin, enfin je sais pas comment expliquer, mais... Ouais, tu ressens pas ce besoin. Parler de Biril l'autre jour, je connais pas, enfin je n'utilise pas beaucoup. Ouais, le réseau social français ou à l'instant T, je crois, tu dois dire, je crois que c'est ça, je prends une photo comme toute la communauté. Mais ouais, j'utilise pas tant les réseaux sociaux. Ok. Alors j'essaie de les utiliser un petit peu, des fois avec des pseudos, etc., juste pour comprendre le fonctionnement de l'application, pour que si jamais j'en ai besoin dans les investigations, je puisse l'utiliser. Mais c'est vrai que j'ai très peu de réseaux sociaux. Ok. Et j'ai pas... Déjà, j'aime pas beaucoup texter, je sais pas comment on appelle ça, mais envoyer des messages écrits. C'est pas ton truc. Non, je préfère voir les gens. Ouais, je comprends. Et par contre, ton entourage, c'est ton métier, Ouais, absolument, tout le monde sait. Ouais. C'est pas... Et je sais pas, par exemple, tu vas à un événement ou t'es en soirée, tu vois quelqu'un, est-ce que tu vas lui dire, je fais ça comme métier, ou tu vas vraiment t'inventer un peu un métier pour les gens que tu ne connais pas encore, qui sont pas dans ton cercle proche, en fait Ah oui, bah là, tu peux dire que tu fais métier... parallèle, c'est-à-dire que tu peux tout simplement dire que tu es dans la cybersécurité. Ouais. Et puis finalement, la probabilité que tu tombes sur quelqu'un qui est dans la cybersécurité et qui sache de quoi tu parles, plutôt faible. Donc finalement, peu de gens vont s'y intéresser. Et ça se fait naturellement, c'est-à-dire que t'as pas forcément besoin de mentir. Juste de ne pas dire les choses entièrement, ça fonctionne tout à fait. Ok. Et moi, je trouve que le métier que tu fais, c'est fou parce qu'en fait, c'est vraiment un métier qui est un métier de l'ombre que personne ne connaît. Et c'est hyper intriguant parce que t'as l'impression un peu dans ton film un peu où t'as la DGSE ou le Bureau des légendes. Ouais. Et d'ailleurs, moi, la question que je me posais, c'est de ce que je comprends, c'est que toi, tu vas quand même traquer donc des criminels. Et parfois, il y a des criminels qui sont entre guillemets sans foi ni loi et qui peuvent représenter clairement un risque pour ta vie, quoi. Ouais, tout à fait. C'est pour ça derrière, il y a une organisation assez stricte. Je vois, même pour faire cette interview, je suis assez strict là-dessus. Ouais. Donc forcément, tu vois, il y a toute une rigueur là-dessus. Mais finalement, c'est une rigueur assez chiante, etc. Tu passes pour quelqu'un d'assez chiant, mais finalement, ça te permet, toi comme moi, d'être plutôt paisible vis-à-vis de ça, tu vois. Ok. Et dans la crypto, c'est quoi les plus grosses affaires que tu as résolues jusqu'à maintenant Celle dont j'ai parlé tout à l'heure, c'était quand même assez complexe. Ouais. Celle-là était quand même assez vicieuse, assez pluridisciplinaire aussi, parce qu'il y avait à la fois de l'investigation de deux côtés. Moi, je fais l'investigation on-chain, mais comme je t'expliquais tout à l'heure, localiser une photo et puis faire beaucoup plus de choses, on peut le faire. Et donc c'est cool. Après, des autres investigations, j'en ai fait d'autres, comme une personne qui avait fait une migration d'un token. Je me souviens plus exactement des causes de la migration. En fait, pendant qu'il a fait la migration, il a pris une bonne part, quoi. Ouais. Une bonne part du gâteau, quoi. Ok. Et le client qui t'avait mandaté le client l'a vu, il m'a appelé, on a regardé. Ok. Et l'avantage de ça, en fait, c'est que c'était dans une partie du monde où avec mon entité, on peut envoyer des détectives privés. C'est-à-dire que sous l'autorisation du client et sous mon autorisation, moi, on a pu envoyer un détective privé pour faire confirmer l'adresse. Ok. Et là, c'était une grosse mission. J'ai dû passer, je crois, une vingtaine de jours. Et du coup, on envoie les informations à détective, etc. Et moi, j'étais plutôt optimiste sur le truc. Je me suis dit, pareil, de toute façon, on verra bien ce qu'il donne. Et bingo, on reçoit le mail du détective, on ouvre la PJ, la pièce jointe, et là on voit le mec qu'on cherchait, qui sort de son bureau, avec la photo plutôt bien cadrée, tu vois. Et incroyable, parce que là, je le fais de temps en temps, tu vois, quand on peut, et que la loi du pays nous le permet, on peut justement faire une prise en flagrant délit, tu vois, pas forcément une prise en flagrant délit, je m'exprime mal, mais une prise capture, en fait, de l'adresse. Quand je dis prise en flagrant délit, parce que des fois, il y a des sociétés des projets crypto qui matriculent de trucs, donc du coup, sortir de ce bureau, ça prouve, entre guillemets, que tu travailles pour le truc, tu vois. Ok. Et là, c'était assez drôle, parce que tu vois, avec le client qui voit ça et qui sait pourquoi finalement il a payé, parce que là, il voit vraiment la preuve, tu vois, du truc, donc là, c'est vrai que c'était cool, puis là, pour le coup, il a direct coopéré à la mienne, parce que il a su, tu vois. Il a dû flipper aussi, j'imagine. On lui a pas dit. On me dit pas, c'est-à-dire qu'on tu gardes la preuve au cas où il y a une au cas où, faut toujours partir du principe que vu que ce sont des criminels, il faut partager le moins d'informations possible. Ok. Parce que tout ce que tu peux leur donner, il peut se retourner contre toi. Tu vois, il y a plein de conneries en ce moment, mais tu vois, par exemple, des mecs en ce moment en France qui se retournent contre des cambrioleurs, des conneries comme ça, en leur mettant un coup de 22 dans la gueule ou des conneries comme ça. Là, le cambrioleur, il va faire quoi? Il va prendre ce que tu as fait, ce que tu as donné, c'est-à-dire un coup de 22 loris dans la gueule, pour se retourner contre toi. Et là, il y a plein d'affaires en France où des agriculteurs, des trucs comme ça, finissent en 11 ans ou avec du sursis,
parce que ils ont trop donné, trop utilisé face à un criminel, tu vois. Ouais, face à un criminel, en fait, la seule chose qui fonctionne, c'est la loi, c'est tout. T'as aucun truc qui marche. Donc dans des trucs comme la France en ce moment, des gros problèmes avec la justice ou des dossiers clients, là, mais déjà depuis un an, là, je suis avec un dossier client, ça patine. En fait, ça devient le bordel parce que c'est la justice, c'est un peu le pilier d'un pays. Tu vois, donc si t'as plus de justice, t'as plus rien. Derrière nous, pour bosser, c'est chiant. Pour tout le monde, pour bosser, c'est chiant. T'as des partenaires, je pense à des partenaires avocats là, qui sont sur Paris aussi. Ils me racontaient, c'est une galère aussi, si tu veux. Donc pour tout le monde, c'est compliqué. Donc c'est vraiment un point qui doit être amélioré, je pense, dans les prochaines années. Ouais, pour la justice. Ah ouais, mais même aux États-Unis, là, c'est certaines villes, ça va encore. Mais New York, ça commence à être compliqué, quoi. Donc, ok. Et toi, tu as déjà été contacté par les autorités, je sais pas, par la DGSE ou par des autorités vraiment, on va dire, haut niveau en France pour résoudre une affaire ou... Joker. Ok, ça marche. Et alors, en préparant l'interview aussi, tu avais mentionné, j'avais signé un petit contrat pour, effectivement, tu disais que tu prenais des précautions, et tu mentionnais le cas de Fernando Pérez Algaba. C'était un influenceur et détenteur de crypto qui a été retrouvé mort et démembré dans une valise. Ouais, c'était une sacrée affaire, ça. On n'a jamais vraiment su le format de l'histoire. Mais ouais, c'était simplement pour expliquer voilà, qu'il y a des risques, forcément. J'essaie de les minimiser toujours. Ok. Mais tu as des exemples, toi, ouais, enfin, on parlait un peu de criminels, enfin, de criminels vraiment dangereux dans la crypto, tu vois, ou que t'as été, on t'a demandé d'aller les poursuivre ou pour une mission en particulier, où ça a toujours été des... Quand je dis criminels, c'est vraiment des gens qui sont prêts aussi à tuer et pas que des gens qui escroquent, entre guillemets. Bon, j'ai jamais eu le cas. Après, de toute façon, j'ai toujours entre guillemets, le joker de refuser une mission. Si, ouais. si je le sens pas, je sens que ça pue terminer. Ouais, voilà, tu sens que ça sent mauvais pour ta vie. Parce que toi, d'ailleurs, tu disais que dans le cas là, de la présente mission, tu as pu envoyer un détective privé. Ça arrive de te déplacer dans le monde pour résoudre une affaire ou Joker. Ok, ça marche. Non, je suis pas, genre, je rigole, hein, mais je suis pas agent de je sais pas quoi. Ouais. Tu sais, genre, je suis juste un mec qui fait de l'investigation, tu vois, je suis pas... Enfin, entre guillemets, je sais pas que c'est simple, mais c'est pas une organisation monstrueuse derrière. Hein. Je suis accompagné, c'est sûr. C'est pas de là aller bouger avec les gros sacs, la R15, et puis c'est bon, tu vois. Non, c'est con, tu vois. Ok. Et je me suis posé la question, tu vois, comment finalement, un jour tu te dis, tiens, ok, je me lance vraiment dans cette carrière d'enquêteur on-chain, ça a été quoi un peu le point de bascule? Comment tu dis, ok, je me lance officiellement, tu trouves ton premier client, c'est comment ça fonctionne Eh ben, assez bête finalement, comment ça s'est passé. Moi, je suis dans la crypto je m'y intéresse depuis 2018. Okay. Et j'ai vraiment commencé à investir en 2019. Et il me semble que c'était en 2021, 2022, j'étais dans un groupe d'investissement qui était très sympa d'ailleurs, très cool. Et il y avait vraiment une très très bonne mixité de talents. Okay. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui j'ai trouvé était génial parce que tout le monde apprend finalement. Un marketeur va apprendre d'un ingénieur. Un ingénieur va apprendre d'un mec qui vient d'une formation très simple, mais qui va être peut-être plus efficace dans le développement. Okay. Et tout le monde apprend de tout le monde. T'as des financiers, des mecs qui sont pas financiers. Enfin, c'est juste incroyable. Ouais. Et le fait aussi d'être en petit comité, c'était vraiment exceptionnel. Et dans ce groupe-là, il y avait eu un des gars qui était plutôt un mec profil finance, qui gérait beaucoup d'argent. Lui, c'était vraiment typiquement un business angel. Hein. C'était vraiment son métier à plein temps. Et il avait partagé un projet. Donc je serais incapable de me souvenir du nom. Il m'avait dit, tiens, j'ai investi dans ça. Est-ce qu'il n'y a pas un gars dans le groupe qui peut regarder qui c'est derrière, parce que là, je suis baisé dans mon investissement. Ouais. Et moi, j'avais un peu de temps, etc. Donc j'avais regardé, et j'avais réussi à retrouver des informations plutôt intéressantes, que je lui avais partagées, alors que j'avais pas réussi à trouver exactement le gars, parce que c'est une grosse investigation qui finalement est allée vraiment très 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 loin. Ok. Niveau international. Hein, donc, ah oui. Ouais, c'était vraiment... il y avait... les gars étaient en Chine, mais sous protectorat. Enfin, sous protection, peut-être pas protectorat, mais protection chinoise. Ok. Donc en fait, comment ça se passe là-bas, pour faire très simple, tu as la Chine, et quand tu arrives à bien te développer en Chine et que tu es très bon, finalement, c'est un système communiste hein, là-bas. Enfin, c'est à la base un système communiste, ça a eu quelques changements, mais quand tu es très bon, les très bons profils chinois vont à Singapour. Je ne sais pas dire exactement comment, quelles sont les conditions, etc. Mais du coup, tu as beaucoup de Singapouriens qui sont chinois. Et là, en fait, du coup, l'investigation a été initiée par les États-Unis à l'encontre de cette entreprise qui était au Singapour. Et après, derrière, c'est parti
dans des dimensions. Je crois qu'encore aujourd'hui, l'investigation est encore en cours. Ok. Et donc, pour revenir après ce groupe-là, le gars me dit, tiens, voilà, tu peux regarder. Donc, moi, j'avais trouvé quelques éléments, etc. Je l'avais envoyé. Et après, c'est bouche à oreille. Finalement, il m'a dit, tiens, machin, j'ai un collègue et tout, un ami, il veut savoir ça, machin. Et puis lui, il m'en a parlé à un autre, puis etc., etc. Et vu que lui était, il est suisse, mais il a beaucoup d'amis aux États-Unis, derrière, aux États-Unis, il m'avait filé des missions. Et puis finalement, j'ai bien kiffé ce que je faisais, puis j'en ai fait mon métier finalement. Ok, fou. Et après, j'imagine que tu utilises, tu le disais, tout un tas d'outils open source. C'est quoi ce type d'outils? C'est pour faire quoi? Alors, les sources sont open source, mais les outils sont privés. Ouais, C'est-à-dire que les outils que moi j'utilise sont des outils, il y en a qui sont en vente, je crois, que j'utilise. Et la grosse majorité des outils que j'utilise, c'est des outils que j'ai développés, qui sont tout à fait adaptés à mon usage. Parce que tu vois, aller s'amuser sur l'Explorer, à faire clic droit, page suivante, t'en as pour 4 heures pour éplucher un wallet, tu vois, donc c'est pas possible. Ouais. Donc moi j'ai un espèce d'outil qui c'est un wallet en ligne de commande, où je peux lui demander des trucs particuliers, tu vois, je mets wallet l'adresse, et après je peux avoir certains critères et ça me donne toutes les transactions sur les critères que je voulais. Ok. Et là je suis en train de le redévelopper un petit peu pour que ça fonctionne avec Anthropic IA, qui est une IA une boîte qui fait une IA qui est très sympa. Ok. Il me semble que c'est ceux qui font Claude Sonnet. Je sais pas si tu connais, Ah oui, j'ai vu passer Claude 3.5 Sonnet, là, qui est vraiment incroyable pour le coup. Et j'essaie de l'intégrer au truc, tu vois, pour être plus efficace, gagner du temps, etc. Parce que même si c'est ma passion, si tu veux, c'est comme le boulanger, si tu veux. Pétrir son pain, et c'est pas que ça le fait chier, mais bon, s'il peut avoir une machine qui le fait à sa place, c'est tout gagnant, tu vois. Ouais, clairement. En fait, toi, dans ton cas, donc, tu utilises la data open source, mais tu as développé tes propres outils pour finalement gagner du temps et vraiment être plus efficient sur tes missions. Ouais, c'est ça. Donc j'imagine que l'IA aussi, c'est un grand gain de productivité pour toi. C'est le game changer, hein, clairement, il y a aucun doute. C'est la quantité de trucs, même le ChatGPT, je sais plus qui en parlait l'autre jour sur Twitter, mais des fois j'ai des PDF à lire. C'est des trucs qui font 30 pages, tu vois, des fois des white papers pour des projets un peu compliqués. 30 pages, ou des fois c'est des protocoles de gestion de liquidité, où tu as des règles de trucs, de règles, de seuil, de bondes, de courbes de bondes, etc. Ces trucs, ça c'est... tu peux pas lire ça, il faut une demi-journée pour le comprendre et pour le lire, tu vois. C'est juste pas possible. Donc tu vois, tu l'uploades dans le ChatGPT, tiens, explique-moi le projet, donne-moi la formule mathématique du bond, comme ça tu peux vérifier ce qu'a dit le client. T'as la formule, tu vérifies sur GeoGebra, des fois c'est tout con, tu as GeoGebra pour faire tes courbes, moi j'utilise des fois pour vérifier les courbes, etc. ou la fonction mathématique dans le truc, est-ce que c'est bon, c'est tu vois, des fois il y a des outils, c'est vraiment des outils que j'ai dérivés, tu vois, pour mon usage. Et donc des fois ChatGPT, c'est comme ça, tu vois, c'est juste incroyable, quoi. Ok, et après, c'est intéressant, donc tu développes tes propres outils, et par rapport à la partie on-chain, parce que c'est vrai que aujourd'hui, quand tu as une adresse de wallet, tu peux avoir des millions de transactions et d'informations liées à ce wallet, en fait, et qui, potentiellement, il peut te ramener à plein d'autres wallets. Je veux dire, ça peut être vraiment infini. Donc, effectivement, le fait d'utiliser de l'analyse on-chain avec de l'IA, tu peux vraiment faire des grands gains. Tu peux faire plein de trucs. Et puis, il y a un truc que moi, j'aime bien, c'est pour le profilage. C'est-à-dire que tu as des wallets... par exemple, tu as des wallets de blanchiment. Les wallets de blanchiment, c'est des wallets qui servent juste à dispatcher des fonds sur des fois 10 000 autres adresses. Ouais, c'est des wallets un peu intermédiaires. Ouais, voilà. Et ils font ça généralement, les mecs, quand ils blanchissent, pour que derrière tu te fasses chier, parce que le mec, l'investigateur du service public, ça peut être service public en France, aux États-Unis, qui n'a pas les bons outils, pas la bonne manière de faire, il appelle son chef, oui, bonjour monsieur, son chef, le mec il a envoyé dans 10 000 adresses. Ah, comment on fait? C'est ça. Donc le mec a pas la méthode, pas le moyen, il fait quoi? Il laisse tomber, il dit putain, mais le fond est parti dans 10 000 autres adresses. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je peux pas checker chaque adresse à la main, tu vois. Pour un mois. Donc si derrière le mec il a scam, je sais pas moi, 300 000, ils vont... T'es pas sûr qu'ils vont aller jusqu'au bout. En tout cas en France, je sais qu'ils vont pas forcément chercher plus loin. Ok. Si c'est ou ils passent par un prestataire comme toi pour... Ou alors ils passent par un prestataire pour moi qui pour le coup vont pouvoir les aider à désanonymiser et pouvoir trouver qui est derrière l'opération, quoi. Ok. Et toi, j'imagine que tu bosses en solo. Est-ce que tu t'es posé la question de faire grossir, de créer une entreprise avec plusieurs personnes et vraiment de scaler, entre guillemets, le business Alors, je suis peut-être pas tout seul. Ah, ok. J'en dirai pas plus, mais oui, je suis accompagné. Ok, ça marche.
Ça t'est déjà arrivé d'être sur une affaire et finalement de ne pas résoudre l'affaire en question? Tu as toujours réussi à trouver un peu la personne à identifier? C'est vrai qu'on a une obligation de moyens. Mhm. En fait, c'est-à-dire que quand tu payes un investigateur, un enquêteur numérique, je crois que c'est même aussi le cas pour les détectives privés, on a une obligation de moyens. C'est comme ton médecin, si tu vas pas voir ton médecin, j'ai Bobo là, ah oui, effectivement, vous avez tel souci. Non, il va regarder ce qu'il y a le problème. Moi, c'est pareil, je vais regarder et trouver tous les éléments qui vont dans le but de trouver un acteur derrière, identifier l'acteur. Si derrière, c'est pas possible d'aller jusqu'à l'identification de l'acteur, moi, je trouve toujours des trucs. Ok. Donc, je peux toujours donner au gars, tel truc. Je lui dis, j'ai trouvé tout ça. Ce que je te propose, c'est que tu gardes ça. Si tu veux, tu peux regarder de ton côté dès que j'ai fini l'investigation pour pas que ça influe sur mes recherches. Et après, peut-être que si vraiment tu vois que c'est une grosse galère pour toi financièrement dans ta gestion de risque de ton venture, de pouvoir passer outre cette affaire-là et que ça te fait chier et que c'est compliqué, écoute, je te propose dans 3 mois, on recale une investigation, on voit comment la situation a évolué, est-ce que le gars a bougé les fonds, est-ce qu'il y a eu des nouvelles transactions de fait, et puis on avance, tu veux. Ok. Parce que c'est pas rare, ça, des fois, des gars qui font un projet un peu pourrave au début, ils prennent leurs 300K, des fois 2M, 3M, voilà, hop, ils retirent 2M sur 3, ils ont 1 million, ils refont un projet solide. C'est-à-dire que ce deuxième projet est solide, c'est-à-dire il est vraiment bien, il se doxe cette fois, parce que là, du coup, moi je l'ai dans la boîte, si tu veux. Donc t'as des archives un peu... c'est archivé, tu vois, c'est trop tard. Donc ça, je le vois souvent, en fait. Ok. Et après, j'imagine que tu vas répondre Joker, mais en France, il y a des projets sur lesquels tu as enquêté, tu vois, qui étaient des projets plus que touchy, que tu as réussi à démanteler, ou tu as entendu des projets français qui ont été démantelés, entre guillemets En France, pas tant. Pas tant, non, pas tant. Après, le seul truc en France que je pourrais penser, si c'est c'est pour le service public, pas directement pour qui j'ai bossé, mais j'ai participé à l'investigation sur Marlène Schiappa. Alors, c'est pas de la crypto, mais tu sais, c'est la fameuse personne qui avait détourné les fonds de Samuel Paty. Ouais. Je sais pas si ça te parle. Non, j'ai pas vu passer. En gros, après l'assassinat du professeur Samuel Paty. Il y a une fausse cagnotte qui a été créée. Une vraie cagnotte qui a été créée. Oui, une vraie cagnotte, mais avec, qui était... en fait, elle a été créée par elle, avec un gars qui s'appelait, je crois, si tu me souviens bien, Christian Gravel, je crois. Et en fait, Marlène Schiappa connaissait Christian Gravel. Donc il y a un conflit, parce que finalement, en France, tu as la séparation des pouvoirs et tout est séparé pour éviter justement les dérives. Ouais. Mais si tu connais le gars qui valide les fonds, en fait, t'as accès à la banque, t'as accès au truc, tu vois. Et en fait, elle a pioché dans ce fonds-là pour faire des trucs, tu vois, des émissions pro telle partie, etc., tu vois. Ok, ah oui. Ah ouais, non, c'est grosse histoire. Et puis il y avait notamment un gars sur Twitter qui animait cette émission, qui s'est défendu d'ailleurs en disant que il connaissait pas l'origine des fonds, etc. J'entends, mais si tu veux, je pense que quand tu fais ça, déjà premièrement il faut des excuses, parce que faire du blé sur professeur qui est mort, c'est pas très glorieux. Ouais. Je pense que tu vois, la moindre des choses, c'est juste s'excuser. Tu vois, je pense que ça peut arriver à tout le monde. Ouais, bien sûr. D'être dans une émission, etc. Et puis tu te rends pas compte, finalement, t'es sur un truc un peu border, tu vois. Tu t'excuses, tu vois, ça fait pas de mal de dire, bon là, écoutez, je suis vraiment navré, je savais pas cette histoire-là. Bon, finalement, il a voulu faire la brute, tant pis pour lui, tu vois, c'est pas grave, tu vois, c'est juste, pour moi, c'est important, tu vois, d'être droit dans ses valeurs, droit dans ce qu'on fait, quoi. Complètement. Une dernière question, Tom. Moi, je me demandais, tu vois, si demain je vais enquêter sur quelqu'un, à part taper le nom de la personne sur Google, mes compétences et mon savoir s'arrêtent là. C'est quoi, en gros, ton mode opératoire quand tu veux en savoir plus sur quelqu'un Il y a plein de techniques, c'est vrai. Alors, comme j'expliquais tout à l'heure, tu as le début, ce qu'on appelle les inputs, c'est-à-dire les entrées. Qu'est-ce qu'on a dans l'entrée? Ça peut être un pseudo, ça peut être un nom de famille, ça peut être un Twitter, ça peut être plein de trucs. Dans le cas où on cherche un nom-prénom, il y a beaucoup de leviers qu'on peut utiliser via la généalogie. C'est vrai que c'est une solution qui n'est pas souvent connue, mais c'est assez con parce que finalement, tu peux déjà avoir beaucoup d'informations. Tu as la généalogie, tu peux avoir Facebook aussi. Généalogie, tu regardes les parents, les frères et sœurs. Les parents, et en fait, souvent quand tu vas chercher un homme, par exemple, tu sais que les femmes, ça c'est une petite astuce que je vous donne. J'ai toujours remarqué que les femmes en général ont toujours très plaisir à poster les photos avec leurs copains, avec leurs maris, même les enfants sur Instagram, sur Facebook. Et donc généralement ça aide énormément d'avoir le compte Instagram de
la conjointe, etc. Et donc, tu dirais que tu vois beaucoup de choses. Par exemple, tu peux avoir un compte Instagram de quelqu'un que tu cherches. Avec son nom, prénom, tu tombes sur son compte Instagram, tu vois qu'il est vide, tu vois que l'IA, il est New York, New York, Paris, Sydney. Et puis tu cherches un peu dans les abonnés, dans les trucs comme ça, ou avec des systèmes de reconnaissance faciale, tu peux aussi trouver, etc., sa photo. En cherchant, par exemple, avec sa reconnaissance faciale, tu peux trouver une photo de lui avec sa copine. Okay. Et cette photo-là a été postée sur le compte Instagram de la copine. Et là, tu vas sur le compte Instagram, et là, derrière, c'est plus une photo que tu trouves, des fois, c'est des fois 40 photos, tu sais exactement où ils étaient, à quelle heure. Tu vois qu'ils étaient à Singapour pendant la token 2049. Tu te donnes plein d'infos, etc. Donc, derrière, c'est un levier énorme. Il y a plein de techniques, mais en fait, j'ai envie de dire que l'OSINT, beaucoup de gens pensent que c'est très technique. Et moi, j'en suis convaincu maintenant, après plusieurs années à faire ça. C'est vraiment, je pense, 70-75% de culture générale. Tu vois, si on te dit Singapour et que là, il est là, dans l'après-midi, et là, tu es incapable de me dire quelle heure il est, bah déjà, c'est un peu con, tu vois, parce que là, tu pourrais savoir qu'il est un peu plus tard à Singapour, que là, ils sont déjà quasiment au dîner, aller bientôt se coucher, tu vois. Et que, direct, si tu cherches... Il y a plein de petits tips comme ça, j'ai du mal à expliquer tous ces trucs, parce que pour moi, c'est intuitif, tu vois. Je réfléchis encore, mais beaucoup moins qu'au début. Donc je sais direct par quel levier toucher, qu'est-ce que je peux faire pour aller plus loin, etc. Et la culture générale, c'est quelque chose qui aide énormément. Et même au quotidien, hein, c'est-à-dire que c'est pas que pour ça. C'est ce quotidien, c'est toujours cool de discuter avec tout le monde, etc. Bien sûr. Et d'avoir apporté petite info, etc. Donc culture générale, mais après, bon, aussi grosse compétence tech, ne serait-ce que pour développer tes outils, comprendre la data on-chain. Et après, j'imagine un esprit très analytique et discipliné pour, j'imagine, tu dois emmagasiner une tonne d'informations. Vraiment, le fait d'archiver de façon minutieuse cette information, c'est quand même hyper important. Ouais, c'est sûr. En fait, il faut... On a des logiciels aussi pour collecter, comme je disais, pardon, et aussi pour la regrouper. C'est-à-dire que quand tu as... je crois que mes plus grosses investigations que j'ai dû faire, je crois qu'il y avait 215 éléments. 215 éléments, t'as beau être chaud en mémoire, etc. Si tu le notes pas, c'est foutu, tu vois. Donc, dans les outils logiciels assez connus là-dedans, il y a Maltego, que beaucoup, je pense, connaissent, qui est vraiment le standard, la norme. Hein. Tout le monde utilise ce logiciel. C'est quoi, c'est un espèce d'assistant un peu personnel à qui tu vas faire gérer plein de data Ouais, ça ressemble vraiment à... C'est un système de nœuds, en fait. C'est-à-dire, tu relis des nœuds avec des flèches, et sur chaque nœud, tu vas noter une information. Donc, je sais pas, comme j'expliquais tout à l'heure, donc j'ai vu la photo de ce type-là, et grâce à cette photo-là, j'ai trouvé le compte Instagram. Donc, tu vas relier la photo au compte Instagram. Après, tu te rends compte que le compte Instagram, il appartient à elle, donc tu fais un nouveau nœud qui s'appelle, je sais pas, Alice Dubob, voilà. Alice Dubob, nouveau nœud, voilà, elle s'appelle Alice Dubob, moi très bien. Un peu comme dans les films là, où t'as le tableau du FBI avec les différentes ficelles et les photos. Voilà, c'est exactement pareil, c'est-à-dire que les tableaux en liège que tu as dans les enquêtes policières, Maltego, c'est quasiment le même outil, mais qui te permet de faire ça en numérique. Alors sur Maltego, il y a aussi des outils, je crois, pour extraire l'information, mais ces outils-là, je suis pas spécialement fan, tu vois. Moi, j'aime bien collecter, la vérifier moi-même, et après seulement la mettre en dur, c'est-à-dire la mettre sur carte comme on faisait à l'époque, mais sur Maltego pour la fixer, quoi. Très clair. Tom, merci beaucoup. C'était hyper intéressant de savoir plus sur l'OSINT, sur comment tu as retrouvé Darkemy et sur des missions que tu as accompagnées. Je te remercie. Merci à toi. Et voilà, c'est déjà la fin de l'épisode. Merci de l'avoir suivi jusqu'au bout. J'espère que vous avez apprécié notre échange avec l'invité du jour. Si vous voulez en savoir plus sur mon club deal FundLayer, vous trouverez les informations en description de l'épisode. Et si vous appréciez mon podcast Crypto Coulisses, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute. Je vous dis à très vite pour un prochain épisode sur Crypto Coulisses.